La rencontre sera incontestablement historique. Cette nuit, à 3h, heure de Paris, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump vont se retrouver à Singapour, au Capella, l'un des palaces les plus luxueux de l'île. C'est la première fois qu'un président américain rencontre un dirigeant nord-coréen, alors que les deux hommes s'invectivaient encore il y a peu et que la Corée du Nord laissait entendre qu'elle était prête à bombarder les États-Unis au besoin. Qu'attendre de ce sommet? On en parle ce soir avec vous, Delphino. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche, membre de la Commission des Affaires étrangères. Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et commandeur suprême de l'OTAN pour la transformation. Antoine Bondaz, spécialiste de la Corée, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Corée du Nord plongée au cœur d'un État totalitaire. C'est votre livre aux éditions du Chêne. Et Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de l'Express, spécialiste des questions internationales. Tous les quatre, alors, on va essayer de comprendre ce qui peut se passer. D'abord, c'est peut-être assez original, c'est une rencontre qui va se passer en tête-à-tête. D'abord, Donald Trump qui dit il faut que je sente directement si je ressens un peu la personnalité de Kim Jong-un. Ça, c'est pas courant, général Jean-Paul Paloméros, non? C'est pas courant, mais c'est dans l'esprit un peu de cette rencontre. Deux fortes personnalités qui se confrontent, s'affrontent et se mettent en position de combat, en quelque sorte. Ah voilà, ils seront avec leurs interprètes. Antoine Bondaz, qu'est-ce qui peut se passer? Comment ils peuvent déjà rien qu'entrer en contact? Quels sont les premiers mots? Alors c'est la volonté de Trump d'être personnellement en face à face avec le dirigeant nord-coréen. Le risque, c'est qu'en réalité, que les éléments de langage du président Trump ne soient pas bien travaillés, qu'il fasse des sorties de piste, notamment s'écartant de la déclaration qui sera très certainement présentée à la presse à l'issue du sommet. Delphino, comment vous voyez cette première rencontre? Je crois qu'il faut s'en réjouir, mais avec un enthousiasme un peu prudent. Évidemment, quand il y a du dialogue, c'est toujours préférable à la période de tension, vous l'avez évoqué, qui a précédé avec, vous vous rappelez l'année dernière, le président Trump qui promettait d'envoyer le feu et la fureur sur Pyongyang. Donc aujourd'hui, on s'en réjouit. Je crois que la communauté internationale s'en réjouit. La France s'en réjouit qu'il y ait un dialogue au plus haut sommet. C'est vraiment une première historique. Mais il faut garder prudence, il faut garder raison quant aux résultats que va donner cette rencontre au sommet, puisque nous avons vu justement qu'il y a eu dans le passé de nombreuses déclarations déjà de la part de la Corée du Nord sur une dénucléarisation de la péninsule, de nombreux engagements qui n'ont jamais été respectés. Donc gardez prudence. Quelle est la situation de l'un et l'autre? Quels sont les objectifs de l'un et de l'autre, Christian Macarian? Mais il y a déjà, vous venez d'invoquer, Delphine, le terme de dénucléarisation, il y a déjà un problème de définition. Pour Trump, on connaît la définition, la dénucléarisation doit être complète, et de la part de la Corée du Nord seulement? Alors oui, complète, vérifiable et irréversible, c'est-à-dire que c'est extrêmement exigeant. Et du côté de la Corée du Nord, on a une toute autre définition de la dénucléarisation. Si un jour, toutes les puissances nucléaires venaient à dénucléariser, à se dénucléariser, alors la Corée du Nord se joindrait sans doute à ce mouvement-là. C'est déjà absolument pas la même attente. Mais moi, ce que je note surtout, c'est qu'il y a une victoire incontestable de Kim Jong-un, le leader nord-coréen, puisqu'il est présenté ce soir à égalité, comme si on était dans une discussion diplomatique entre gentlemen. Il faut quand même, il ne faut pas avoir la mémoire courte, il faut quand même se souvenir de qui il est et de ce qu'est ce régime, et de ce qu'il entreprend au niveau nucléaire. C'est extrêmement dangereux, et ça viole tous les règlements, y compris les traités que la Corée du Nord a elle-même souscrits. Oui, Général Paloméros, justement, qu'est-ce qu'on peut attendre? On ne va pas avoir un résultat dans les 5 heures de discussion que vont durer ce sommet. Mais quelles sont les premières étapes? Qu'est-ce qui peut être la meilleure issue? Ou est-ce que ça peut aussi complètement rater, complètement échouer? Non, je pense qu'on parle beaucoup de dénucléarisation, mais il faut aussi, je crois, parler des deux Corées. Il faut parler de ce régime de paix qui n'en est pas une entre les deux Corées, d'armistice en quelque sorte, depuis 1953. Ce qui amène d'ailleurs les deux pays, qui a amené les deux pays à se réarmer, à dépenser beaucoup d'argent, avec des armées très différentes. La Corée du Nord qui a beaucoup investi dans des capacités spécifiques, hybrides, la cybersécurité, les forces spéciales, la masse aussi, et puis la Corée du Nord qui essaie de survivre, mais qui a le soutien des Américains, le parapluie nucléaire. La Corée du Sud, pardon, excusez-moi. Et donc, on a ces deux pays qui n'en peuvent
9 mai. L'an prochain, la Corée du Sud devra renégocier avec les États-Unis le prix du soutien des Américains. Vous imaginez, dans le contexte actuel, on voit ce que ça coûte pour les Européens en ce moment. Donc, je crois que les deux présidents ont un intérêt objectif à commencer à élaborer un traité qui garantisse quelque part la paix en Corée. Donc, moi, premier objectif, ce sera cet armistice et cette paix entre les deux Corées qui pourrait soulager aussi la Corée du Sud. Mais ce que dit Christian Macarian, Donald Trump, en voulant faire un coup d'éclat, va-t-il réhabiliter Kim Jong-un et finalement le replacer au même rang que n'importe quel dirigeant qu'il maltraite par ailleurs, puisqu'on l'a vu au G7 quand même, après le G7. De fait, il est entré à plein dans la stratégie de Kim Jong-un qui visait à avoir une stature internationale, pas seulement pour rencontrer le président Trump, mais pour se renforcer en interne. C'est une source de légitimité considérable pour le jeune dirigeant. Et puis au-delà de la question d'un régime de paix dans la péninsule coréenne, il y a quand même la question de la dénucléarisation. Alors on sera très certainement sur une déclaration politique, en aucun cas sur un accord technique comme pouvait l'être le JCPOA avec l'Iran, mais l'objectif c'est de... L'accord sur la dénucléarisation, Exactement. Sur le contrôle du nucléaire iranien. L'objectif est de fixer un cap, de fixer un cadre, et en fait on est seulement au début des négociations, et c'est ça qui rend ce sommet un peu particulier. Généralement, un sommet international, ça vient couronner des mois, voire des années de négociations. Là, on va seulement initier des négociations. C'est un peu dans le sens inverse. On commence par le sommet, puis après les discussions se poursuivront. C'est ce que vous pensez? Oui, et puis on n'est jamais à l'abri de l'inconstance et de l'incohérence du président américain, comme on l'a vu encore récemment avec ce qui s'est passé avec le G7 ce week-end dernier. Effectivement, comme vous le disiez, ce n'est que le début. Je pense qu'on peut se diriger vers une déclaration peut-être de principe sur la fin de l'hostilité finalement entre la Corée du Nord et les États-Unis. On a déjà eu, il y a 2 mois en avril, la rencontre du chef de l'État sud-coréen, Moon Jae-in, avec le chef de l'État nord-coréen Kim Jong-un, à la frontière, à Panmunjom. Et il y a eu cette déclaration qui est symbolique, mais qui est importante, où les 2 États déclarent qu'il n'y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne. C'était une première. À voir dans quelle mesure ces déclarations seront effectivement suivies des faits. Mais comme vous le disiez, je crois que c'est vraiment le rêve de la dynastie Kim, le grand-père, le père et le fils aujourd'hui, qui se réalise. Être assis à la table des grands, face à face avec les États-Unis, être traité comme un vrai acteur de la communauté internationale. Alors ça, c'est la diplomatie à la Trump. C'est-à-dire qu'il a beaucoup agressé, il a beaucoup menacé, puis après il a fait cette rencontre, il a menacé de l'annuler, puis maintenant il y va. Qu'est-ce qu'il y gagne, lui? Eh bien, son best-seller vendu à plus d'1 million d'exemplaires se nomme The Art of the Deal, l'art du deal. L'art de l'accord. Voilà, et il dit lui-même cette phrase assez choquante pour tous les diplomates. La diplomatie, dit-il, pour moi, c'est l'art du deal. Donc, on est encore dans cette logique-là. C'est sans doute au nom de ce deal qu'il a humilié, blessé, offensé ses plus proches alliés, notamment le Premier ministre canadien, dans le but probablement d'envoyer un message à Pyongyang en disant en gros, si je suis très dur avec mes alliés, eh bien mes ennemis, mon ennemi coréen recevra le message 5 sur 5. Je suis un homme dur, a tough guy. Bon, ça peut paraître primaire, mais toute l'administration Trump a emboîté le pas au président. Sur ce thème-là, et toute l'administration de Trump a un langage très dur vis-à-vis notamment des alliés européens et canadiens. Mais sur cet accord nord-coréen, les Américains, avec la Corée du Nord, éventuel au bout d'un processus long, les Américains y tiennent? Les Américains y tiennent. Ce que Trump peut avoir raisonnablement là, c'est la prononciation dans un texte, comme le disait Antoine Bondas, du terme de dénucléarisation. À mon avis, on pourra difficilement aller plus loin, je pense que vous serez d'accord. Mais en revanche, pour la dénucléarisation stricto sensu, il faudra au minimum une dizaine d'années, des phases. On ne peut pas attaquer ça parce que... Pourquoi? La Corée du Nord a fait 6 essais nucléaires, donc elle a le potentiel. Alors, à la limite, on peut discuter, puisque déjà, ils ont en possession la force de frappe et éventuellement les vecteurs pour la projeter très loin. Donc, il est plus facile à Kim Jong-un de discuter désormais, puisqu'il a l'arsenal. Bien sûr, bien sûr. Donc, l'histoire de la dénucléarisation, c'est... une phase, un processus qu'il faut entamer. C'est tout ce que pourra espérer l'administration Bush. Quel rôle joue la Chine là-dedans? C'est-à-dire, certains ont dit, tiens, ça va être une bascule pour le régime nord-coréen entre l'Ouest, enfin l'Amérique et la Chine. Et peut-être que la Chine, même si elle a été
quand même mêlée à ce qui se passe, peut-être n'en sera pas si contente. On a même parlé d'une menace éventuelle d'un coup d'État qui pourrait se dérouler en Corée du Nord pendant l'absence de Kim Jong-un. Et d'ailleurs, il repart aussi vite de Singapour juste après le sommet. Moi, il me semble que les relations quand même avec la Chine sont assez proches. Il y a eu des rencontres récentes. La Chine ne peut pas se désintéresser, a fortiori la Corée du Nord. Sous le terme dénucléarisation, il y a quand même la question du parapluie nucléaire américain sur la péninsule. C'est un peu ça la contrepartie. Et la Chine, elle a un grand dessein. Donc, elle, son objectif stratégique, ça peut être la démilitarisation de la Corée du Sud. C'est-à-dire le départ des soldats américains de toute la péninsule, quelque en part, l'occurrence. ça pourrait rentrer dans un certain discours, on ramène les boys parce que il n'y a plus besoin, etc. Donc, et comme par hasard, me semble-t-il, c'est à partir du moment où la Chine a commencé à appliquer un peu plus sérieusement l'embargo que Kim Jong-un est aussi venu à la table de négociation. On peut y voir quand même une relation de cause à effet, me semble-t-il. Antoine Bondas. Il ne faut pas oublier non plus que la Corée du Nord a changé de pied à partir de fin novembre 2017, quand elle a réalisé un essai de missile balistique intercontinental qui théoriquement pourrait frapper l'ensemble du territoire américain. À partir de ce moment-là, la Corée du Nord a annoncé que sur le plan politique, elle avait complété ses forces nucléaires, ce qui lui a permis en réalité de faire un gel des essais et un gel des essais nucléaires et balistiques à un moindre coût politique, puisque ça ne l'engage à rien. De la même façon, la destruction, ce qui est présenté comme la destruction du site d'essai nucléaire de Punggye-ri, n'est que la destruction des tunnels d'accès à un site d'essai, en aucun cas la destruction du site. Donc l'objectif, je pense, c'est que la Corée du Nord fasse désormais des gestes concrets et irréversibles vers sa dénucléarisation, même si évidemment on ne va pas dénucléariser la Corée du Nord en seulement quelques mois ou quelques années. D'autant plus qu'au-delà de la question sécuritaire, on présente souvent les armes nucléaires comme une assurance-vie pour le régime, il y a une dimension politique. Kim Jong-un a basé sa légitimité depuis fin 2011 sur les développements des armes nucléaires et balistiques. Et les armes ont été institutionnalisées. Elles font désormais partie de la Constitution. C'est quelque chose qui est unique au monde. Oui, comme un certain nombre d'autres pays qui considèrent que cette arme nucléaire donne et consolide le pouvoir aussi de celui qui est au pouvoir. Mais du coup, est-ce que la société nord-coréenne... si elle a une autonomie, est-ce qu'elle suit ça? Moi, j'ai lu que les Nord-Coréens ont appris l'existence de ce sommet hier seulement, alors que le monde entier en était informé. Alors c'est toujours un petit peu difficile de savoir ce que c'est ou ne sait pas la société nord-coréenne. Moi-même j'ai été 2 fois en Corée du Nord, je crois qu'aussi d'autres personnes autour de cette table. L'information, elle arrive d'une certaine manière, ça n'est pas complètement isolé. Il y a de plus en plus de trafic de circulation, notamment de clés USB. À l'époque c'était des CD, maintenant c'est beaucoup des clés USB qui arrivent de la Chine, puisque la frontière est en fait assez poreuse avec la Chine. Il y a de plus en plus de Nord-Coréens qui partent travailler en Chine, gagner de l'argent, puis qui reviennent en Corée du Nord et qui font les allers-retours. Donc on ne sait pas exactement, mais effectivement, comme le disait Antoine Bondaz, le développement de ce programme nucléaire, c'était vraiment un objectif affiché du grand-père, du père et aujourd'hui du fils qui a atteint cet objectif en novembre. Donc finalement, il pouvait dire maintenant je vais m'asseoir à la table des négociations et il a prouvé à son peuple qu'il était arrivé à ce qu'il avait promis finalement, à être à la table des négociations avec les États-Unis, la superpuissance, et 2, développer le programme nucléaire. Et Donald Trump, quel est son intérêt concret? Parce que il va se targuer d'un grand succès diplomatique si seulement il y a un texte, c'est cela? Sera, même si on vient de l'expliquer, c'est d'abord peut-être une victoire de Kim Jong-un. Oui, mais s'il enclenche un processus, il sera le premier président, lui le 45e président des États-Unis, à y être parvenu. Bill Clinton a essayé, des contacts très avancés ont eu lieu, puis ça s'est arrêté. George W. Bush aussi. Donc la question centrale, c'est que M. Trump, entre guillemets, ne se fasse pas avoir. C'est-à-dire qu'il lui faut du résultat concret. Alors, il se targue d'avoir une méthode personnelle dans la relation avec Kim Jong-un. Les poignées de main, les gestes amicaux ou au contraire on aura différents. peut-être des indications. Le style Trump. Je ne sais pas si on passera à la phase tactile, j'en suis pas sûr, entre ces deux personnages-là. Mais il y a aussi un autre intérêt qui est plus conventionnel. Les États-Unis ont un engagement militaire en Asie qui leur coûte cher et beaucoup d'experts à la Maison-Blanche, je pense que le général Palomares sera d'accord, considèrent qu'il faut lever le pied. C'est ça. Parce que entre en ramener la Corée... quelques-uns pour les mettre sur d'autres fronts éventuellement. La Corée du Sud
où de mémoire, je crois qu'il y a 35 000 hommes. Une trentaine de mille. 28 à 30 000, ouais. Entre la Corée du Sud, la Philippine, le Japon, il y a en Asie une forte présence militaire américaine qui coûte cher. Et effectivement, il y a aussi la nécessité pour les États-Unis, en ayant obtenu un peu plus de sécurité, si c'est le cas, de la part de la Corée du Nord, de réduire leurs efforts et leurs dépenses en Asie pour les consacrer à d'autres tâches. Restez en direct sur BFM TV parce que nous y serons à partir de 3h du matin et nous en saurons plus à ce moment-là. Merci à tous.